Élection présidentielle du samedi 27 août prochain, plus que 3 jours pour savoir qui des 11 candidats toujours en lice présidera aux destinées de notre pays lors des 7 prochaines années. Dans ce contexte et à la faveur de la série d'émissions débats organisée par le Conseil national de la communication via la Commission d'accès équitable aux médias, nous recevons ce soir M. Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique, lui aussi soutenu par une coalition de partis. Qui est Ali Bongo Ondimba? Ali Bongo Ondimba entre dans la vie politique gabonaise en 1981. Ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1991, puis député à l'Assemblée nationale. Il occupe ensuite le poste de ministre de la Défense de 1999 à 2009. En juillet 2009, il est désigné candidat officiel du Parti démocratique gabonais pour l'élection présidentielle anticipée à la suite du décès du chef de l'État. Élu président de la République gabonaise le 30 août 2009, il prête serment le 16 octobre 2009. Fils du défunt président Omar Bongo Ondimba et de Patience Dabani, Ali Bongo Ondimba est né à Brazzaville le 9 février 1959. En 1965, il quitte le Gabon pour poursuivre ses études en France, ses études primaires et secondaires. Après son baccalauréat, il étudie le droit à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne et obtient un doctorat en droit sur le sujet du domaine public. En 1989, il est nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il se présente ensuite comme candidat du Parti démocratique gabonais lors des élections parlementaires de 1990, le premier scrutin organisé après le retour au multipartisme au Gabon. Il est élu dans la province du Haut-Ogooué et devient député à l'Assemblée nationale. Parallèlement, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon le porte à sa tête en 1996 et en décembre de la même année, il est réélu député pour la province du Haut-Ogooué. Après avoir siégé plus de 7 ans, Ali Bongo Ondimba retourne au gouvernement en 1999 en qualité de ministre de la Défense, où il fait de notre armée une armée en or, opérationnelle et républicaine. Il prend alors l'initiative de multiples projets, dont la création du Prytanée militaire, destiné à l'éducation des futurs recrues, la réalisation de l'hôpital d'instruction des armées, structure de performance dans le secteur de la santé publique, également ouverte aux populations civiles, de nombreuses dispositions pour revaloriser la condition militaire, telles que le renouvellement des équipements, le renforcement des capacités de défense, la construction de nouveaux casernements et l'amélioration de la vie quotidienne des militaires. Candidat du PDG pour les élections présidentielles du 30 août 2009, Ali Bongo est élu président du Gabon et prête serment le 16 octobre suivant. Depuis son investiture, il a lancé plusieurs grands projets économiques d'infrastructure ainsi qu'une série de réformes administratives et politiques, avec l'ambition de faire du Gabon un pays émergent. Le président Ali Bongo Ondimba est marié à Sibia Bongo Ondimba et père de 4 enfants, une fille Malika et 3 fils Noureddin, Jalil et Bilal. Féru d'histoire, il cultive 2 passions, le football et la musique, et affectionne particulièrement la musique classique, le jazz et la bossa nova, au point d'être lui-même compositeur de créations musicales, comme la bande-annonce du film Orega, réalisé par Marcel Sandja. Alors, Ali Bongo Ondimba, bonsoir et surtout, merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Candidat, certes, vous l'êtes, mais pas un candidat comme les autres. Et pour cause, vous êtes candidat à votre propre succession. À ce titre, nous allons nous intéresser à votre vision du Gabon de demain, non sans jeter un regard rétrospectif sur le septennat qui s'achève. Vos réalisations passées et projections dans le reste politique, ce sera avec Martial Tchibinda, Olga Conforto-Pinkali pour le volet social et Alain Richard Zambazinga pour le volet économique. Mais avant toute chose, Monsieur le Président, quelle appréciation, actualité oblige, quelle appréciation faites-vous du désistement d'un de vos challengers à cette émission et surtout son invitation à un débat contradictoire? Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Le peuple veut le savoir. Je dirais que j'étais qu'à moitié surpris. Tout de même, nous, comme tous les autres Gabonais, j'attendais ce débat avec impatience. Nous sommes des candidats, nous avons à présenter au peuple gabonais
notre projet, notre vision pour le pays. Et le fait de manquer un rendez-vous comme celui-là, montre clairement l'appréciation que le candidat a vis-à-vis du peuple gabonais et de la presse gabonaise. C'est un exercice auquel, candidats, nous avons tous librement choisi de nous prêter. Et j'espère que ce soir, je pourrai et j'aurai l'occasion de pouvoir éclairer les Gabonaises et les Gabonais sur la vision qui est la mienne pour l'avenir de notre pays, auquel je crois beaucoup. C'est pour ces raisons que nous sommes là, Monsieur le Président. Alors, puisque nous y sommes, je ne serai heureux que si les Gabonais sont heureux au terme de votre septennat. Avez-vous le sentiment d'avoir rendu les Gabonais heureux pour prétendre présider aux 7 prochaines années? J'ai le sentiment d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes par les programmes que nous avons mis en place. Mais comme je l'ai dit, il reste beaucoup à faire. Nous avons un bilan globalement positif, mais il y a encore trop de compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles et pour lesquelles je veux changer le sort. C'est la raison de d'ailleurs pour laquelle je sollicite à nouveau auprès de mes compatriotes la possibilité de pouvoir me mettre au service du Gabon. Car ce que nous avons commencé il y a déjà 7 ans porte des fruits. Et notamment dans certains secteurs où nous avons bien avancé. Et d'autres secteurs qui demandent encore une attention particulière. Mais globalement, je pense que les outils sont là pour que nous puissions toujours regarder l'avenir en confiance. Et moi, je veux faire plus et je vais faire plus pour les Gabonaises et les Gabonais. Alors, de l'avenir en confiance, nous sommes à Changeons ensemble. Quelle est la quintessence de ce slogan? Simple slogan ou véritable projet de développement? Non, c'est un véritable projet de développement. Je rappelle que ce qui est pour moi important, c'est que je me suis présenté devant nos compatriotes avec un projet, il y a 7 ans, qui doit conduire le Gabon à l'émergence. Et qu'au cours de ces 7 premières années, nous avons engagé des réformes. Mais de plus grandes réformes sont importantes et nécessaires si nous voulons accélérer le rythme et de la diversification de notre économie, si nous voulons accélérer une plus grande mise en place, en route de la formation professionnelle et l'éducation, si nous voulons accélérer la réforme du secteur de la santé pour un plus grand apport de soins aux Gabonais, alors toutes ces choses-là réunies m'amènent à dire que l'accélération de tout cela passe nécessairement par la mise en place du programme pour l'égalité des chances, et donc pour cela, nous devons changer de mentalité et nous devons tous changer ensemble. Il ne s'agit pas que ce soit le président seul qui change. Il s'agit pour que cela puisse apporter les fruits dont nous avons besoin, que nous regardions tous dans la même direction et que nous changions ensemble. C'est le sommet qui impulse le changement. Mais c'est pour mettre fin à un système dont plus personne ne veut, les Gabonais ne veulent pas, ni même vous. Ce système de privilèges et ce système de privilèges indus et qui a fait en sorte que les programmes et les ambitions que notre pays avait n'ont pas pu être portés jusqu'au bout. Donc pour cela, il est nécessaire aujourd'hui que nous fassions les choses différemment. Ce système, Monsieur le Président, que d'aucuns qualifient de système de bongoïsme, on a encore entendu... Je vais répondre en disant que le système n'est pas mauvais, les hommes le furent. Les hommes ont été mauvais. Et donc, ce sont ces hommes-là dont aujourd'hui je suis en train de dénoncer le comportement et je suis en train de dénoncer une espèce de braquage qu'ils ont fait sur le pays et de dire aujourd'hui que nous devons absolument faire les choses différemment. Et pour que nous avons démontré au cours de ces 7 premières années que ça peut être fait différemment. Mais il s'agit maintenant de s'occuper mieux et plus du sort de nos compatriotes. Et pour ça, je suis déterminé à aller de l'avant et je veux faire de grands changements, de profonds changements pour améliorer le sort de nos compatriotes. Alors Ali Bongo, élu aux élections présidentielles du 27 août prochain, quelle sera la première mesure, la première décision politique à prendre qui impulserait justement le changement que vous hantez?
nous avons plusieurs mesures importantes. D'abord, il faut savoir que si je suis réélu prochainement, nous allons tout de suite tomber sur la session budgétaire et préparer le budget pour l'année prochaine. Et ce budget-là doit traduire tous les engagements que je prends auprès du peuple gabonais. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour l'accélération de la diversification de notre économie, il faut que nous puissions absolument investir, mais alors de manière plus importante, dans les secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc le budget 2017 doit absolument refléter tout ce que je suis en train de dire aux Gabonais. Donc beaucoup plus au niveau de l'éducation, la formation professionnelle, mais aussi l'accompagnement pour l'offre de soins de santé doit être très importante. Mais en plus, nous avons pu, au cours de l'année qui s'achève, revaloriser les salaires des agents de l'État, en même temps que nous avons aussi pu améliorer les différentes indemnités et allocations. Après vous êtes occupé de la question donc, des salaires, il faut maintenant regarder celle des retraites. Car la retraite ne doit pas être une fin de vie de misère. Et donc nous entrevoyons aussi une réforme importante pour le niveau des retraites. Des personnes qui ont, des femmes et des hommes, qui ont Monsieur le Président, on va revenir sur ces différents aspects. On va revenir sur ces différents aspects au travers des thématiques qui vont être abordées. Mais tout de suite, le volet politique commercial étudié. Merci Théophile. Ali Bongo Niba, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez l'avantage, hein, ou le désavantage, c'est selon d'être candidat à votre propre succession, ce qui impose donc un bilan. Et sur le plan politique, qui est donc ma rubrique, 7 ans après, il y a toujours des problèmes de bonne gouvernance. On parle de problèmes de justice, on parle de la corruption, on parle de problèmes de fonctionnement de bon nombre d'administrations. Êtes-vous d'avis, finalement, que sur le plan politique, le bilan est plutôt mitigé? Non, pas du tout. Je pense qu'il était important pour nous de faire des réformes. Les réformes sont en cours. Et les réformes qui doivent nous amener à combattre réellement la corruption, combattre le gaspillage. Et les éléments de bonne gouvernance sont importants. Nous avons, au cours de ces années, absolument été très respectueux sur certains critères. Et nous avons été très regardants sur la manière dont l'argent public a été utilisé. Mais nous avons aussi discuté pour voir comment nous allions rendre plus performants tous les outils que nous avons pour combattre la corruption. Et donc, certains responsables, à l'heure actuelle, travaillent, notamment au niveau de l'Agence nationale des investigations financières, comme aussi celle de la Commission de l'enrichissement illicite. Et toutes ces institutions-là travaillent à faire un rapport pour que nous puissions faire en sorte que le contrôle soit beaucoup plus rigoureux. Nous travaillons aussi sur des organismes qui soient beaucoup plus présents et réguliers au niveau des contrôles et des audits. Donc tout cela pour mettre en place un mécanisme qui fera en sorte que nous puissions régulièrement avoir des informations sur tout ce qui se passe et, le cas échéant, engager les poursuites. Je vous rappelle que nous avons eu à discuter d'un texte qui a connu quelques petites difficultés, mais qui, j'espère, nous pouvons représenter à l'Assemblée nationale, qui permettra aux juges financiers d'être beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus efficaces en matière donc de répression. Et justement, en parlant de poursuites judiciaires, on constate également, pour ce qui concerne la justice, que les enquêtes ne vont jamais au bout. C'est pas tant de ne pas savoir qui aurait commis tel acte, mais on parle d'impunité encore et encore. Non, les enquêtes ne sont jamais abandonnées, elles se poursuivent. Ne vous inquiétez pas pour ça, et moi je ne fais pas d'interférence au niveau de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure à prendre, des dispositions à prendre pour que finalement les Gabonais aient l'impression Il y a simplement de laisser la justice faire son travail. Et à ce niveau-là, je voudrais dire que les Gabonais en règle générale sont pour une justice, ils sont pour qu'on aille jusqu'au bout, ils sont pour que l'on punisse. Mais regardez des fois ce qui se passe, dès qu'on apprend que quelqu'un a été incarcéré,
c'est presque, je ne vais pas dire une émeute, mais beaucoup se retrouvent devant la prison et les pressions viennent. Non, libérez-le, libérez-le, libérez-le. Alors, la justice n'a pas toujours la possibilité de travailler dans la sérénité. Et il faut laisser la justice aller jusqu'au bout. Moi, je n'interviens pas. Alors, Marcel, Monsieur le Président, sur le plan de la justice, alors que le mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre M. Franck Ping, pourtant, les Gabonais sont curieux de savoir ce qu'il en est du cas de B.R. Sarl, dont le directeur serait parti avec des sommes beaucoup plus importantes que celles qui sont reprochées à M. Franck Ping. Non, de ce côté-là aussi, l'affaire suit son cours et nous sommes en contact avec les autorités françaises pour une suite à donner à la demande qui est la nôtre pour que ce monsieur vienne s'expliquer ici au Gabon. Sauf qu'on note quand même une certaine diligence pour ce qui concerne M. Franck Ping. Oui, mais ça c'est parce que bon, il y a eu des éléments que pour vous-même, messieurs aussi les journalistes, vous avez un peu contribué à les publicités un petit peu dans cette affaire. Mais disons que les deux affaires suivent leur cours et nous faisons tout pour que ces personnes qui ont des comptes à rendre au Gabon puissent venir devant les juridictions gabonaises. Alors, Monsieur le Président, je vais revenir sur vos derniers mots. Vous laissez la justice faire, tout simplement. Et pourtant, on vous reproche encore, non pas forcément à vous, mais à la fonction de président, d'avoir trop de pouvoir. Qu'en est-il pour vous? Que pensez-vous de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, législatif? Nous avons dans notre pays une totale séparation des pouvoirs. Et exécutif. Et notamment que ce soit pour le législatif ou le judiciaire, le président de la République... Ou l'exécutif le président de la République, lui, est la tête de l'exécutif, ne se mêle pas à des questions qu'il ne regarde pas. Vous, président de la République, à nouveau, vous le garderez tel quel? Ce système. Mais disons que ce que j'ai indiqué devant le Parlement, à 2 reprises, c'est de dire ma volonté de pouvoir ouvrir un débat sur toutes ces questions-là. Et je redis aussi ce soir ma volonté de pouvoir le faire. Et j'ai indiqué que aucun sujet ne sera tabou. Ça sera une discussion avec donc tous les acteurs politiques qui voudront bien répondre à mon appel. Les Gabonais aimeraient quand même savoir quel est votre avis sur le mandat du président de la République. Quinquennat, septennat, si je donne un avis dès le départ, j'influence. Vous êtes bien d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous proposez? Si je donne un avis, j'influence. Je convoque, je pose le problème et nous allons débattre. Mais je dis que je suis ouvert à tout et qu'aucun sujet n'est tabou. Mais je ne veux pas influencer les uns les autres avant que cette discussion n'ait lieu. Alors, revenons effectivement sur la justice et son fonctionnement dans notre pays. Là, on va également faire état récemment des magistrats qui étaient montés au créneau parce que justement ils rouspétaient contre des nominations qui avaient été faites, que vous avez validées, mais qui n'obéissaient pas à certaines normes. Il faut savoir que... la question qui se pose, c'est de savoir, Monsieur le Président, la question qui se pose, c'est de savoir... Monsieur, il faut savoir qu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, ce sont des propositions qui me sont faites et qui ne viennent pas de moi. Et donc, ces propositions, vous n'avez pas le moyen de... Et donc, ces propositions-là viennent de l'ordre judiciaire. Et donc, ces propositions, elles sont discutées en Conseil supérieur de la magistrature, comme ce fut le cas. Elles furent discutées en Conseil supérieur de la magistrature. Et lorsqu'elles furent discutées en Conseil supérieur de la magistrature, nous n'avons pas rencontré des remarques particulières. Est-ce que la véritable question de savoir, oui ou non, vous êtes prêt à vous dessaisir de cette tutelle? Quelle tutelle? La magistrature suprême. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que ceci va rentrer dans le cadre des discussions larges que nous aurons. Monsieur le Président, ce n'est pas le politique qui interfère souvent dans ce genre d'affaires. Non, madame. Parce qu'on dit souvent que les techniciens proposent, mais le politique, lui, il ne suit pas souvent les propositions. Non, madame. Et il faut aussi dire qu'il faut connaître les textes. Et dans ceux qui ont protesté, il y avait beaucoup qui avaient ou qui feignaient d'ignorer les textes. Alain? Alors, Monsieur le Président, est-ce que
c'est la même situation qui s'est posée lorsqu'il s'est agi des juridictions exceptionnelles qui ont été annulées par la Cour constitutionnelle. Disons que la Cour constitutionnelle a souhaité que le projet puisse être présenté différemment et sous une autre forme, mais pas sur le fond. Monsieur le Président, vous êtes en train de nous dire parce que dans l'opinion des Gabonais, c'est que le ministre de la Justice et le président de la République et le gouvernement se sont entendus pour créer des choses qui n'obéissaient à aucune norme. Non, pas du tout. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est très technique et je serais tenté de vous dire que ces projets-là vont revenir et certainement présentés d'une autre manière. Voilà. Alors, une autre institution, comment est-ce qu'on va dire, on vous reprocherait également de la violation de la Constitution au motif que dans celle-ci, le poste de vice-président de la République existe, mais vous êtes arrivé depuis 2009, vous n'avez pas nommé de vice-président. Et vous appelez ça une violation de la Constitution? Parce que c'était prévu, c'est prévu dans la Constitution. J'ai consulté différentes institutions à propos de cet article et la lecture qui m'en a été faite était de me laisser m'autoriser, me donner le loisir de oui ou non apprécier si je devais nommer un vice-président de la République. Je n'ai pas vu là quelque chose d'essentiel pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, dont je voudrais que ce soit le sujet principal ce soir. La présence d'un vice-président m'a pas semblé essentielle pour l'amélioration de mes compatriotes qui, je rappelle, certains sont dans la souffrance et que je préfère regarder et m'appesantir sur ces questions-là. Nous savons votre préoccupation vis-à-vis des Gabonais, mais ces Gabonais se sentiraient mieux, davantage, dans un climat où la politique générale, justement, fait bon vivre. Mais la présence d'un vice-président de la République changerait le sort des Gabonais? Non, là, on ne parlait plus du vice-président de la République. Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas pensé à changer, peut-être à revoir la Constitution pour ôter cette disposition? Chaque chose en son temps, j'avais des priorités qui étaient beaucoup plus importantes. Et si je l'avais fait, vous auriez été les premiers à me reprocher, voilà, à peine arrivé, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est changer la Constitution. Non, mais si c'est nécessaire. Pourtant, Monsieur le Président, la Constitution a été revue en ce qui concerne les mandats des juges constitutionnels. Mais pour des choses beaucoup plus importantes que celle-là. Ah bon? Donc, encore une fois, j'ai préféré, moi, m'appesantir sur la condition de mes compatriotes et voir comment je pouvais l'améliorer. Monsieur le Président, compte tenu du climat délétère politique qui sévit dans le pays, êtes-vous prêt à prendre une loi d'amnistie afin de repartir sur des bases nouvelles? Vous parlez d'un climat politique. Tout à fait, Monsieur le Président. Les lois d'amnistie ne sont pas vraiment destinées pour régler les questions politiques. Donc, il s'agit d'amnistie qui? D'amnistie quoi? Alors, en revanche, dans le climat des affaires qui empoisonnent, justement, les affaires dont on parle, et vous savez de quoi nous parlons? C'est une question qui peut être regardée, qui n'est pas essentielle, mais qui en fait, une loi d'amnistie rentre dans un projet global. Un projet global qui sert à remettre à zéro les comptes et à passer à une autre étape. Et qui, à partir de là, cette étape sera beaucoup plus restrictive, je veux dire par là. C'est-à-dire on passe à une nouvelle étape. Et pour cela, on solde les comptes. Donc ça correspond à des projets généralement sur des réformes qui touchent les questions fiscales, réformes fiscales aux douanières, ce genre de choses. C'est dans ce cadre-là que l'on utilise beaucoup plus les amnisties. Mais plus politiquement, êtes-vous prêt à convoquer un dialogue national sans exclusive? Et je viens de répondre à cela. Je vous ai indiqué et je l'ai annoncé au Parlement que j'étais prêt à organiser un dialogue. Pendant le mandat, j'ai plusieurs fois consulté la classe politique. Donc, encore une fois, je me suis engagé à le faire et je le ferai. Et parlant de contexte politique, justement, vous avez eu à cœur de créer un espace, le CND, enfin de relancer le CND, le Conseil national de la démocratie. Parce qu'il me semblait aujourd'hui, parce qu'il me semblait que c'était une institution où devraient se discuter les questions politiques. Il vaut mieux que ça soit dans une institution que ça soit discuté dans la rue. Cela ne vous semble plus ou c'est toujours valable? Mais bien sûr,
Sauf que la résolution du CND valent ce qu'elles valent et n'ont pas valeur. Est-ce que le CND remplit aujourd'hui le rôle que vous vouliez que... C'est une bonne institution et qui est appelée à remplir son rôle. Maintenant, que certains acteurs aient une opinion, une appréciation, moi je trouve que le CND remplit bien sa mission, qui est celle de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres, les acteurs, se retrouvent pour échanger. Mais dans les textes, Monsieur le Président, dans les textes, le président du CND est un opposant. Or là, l'actuel président du CND est un de vos alliés qui soutient votre candidature. Le président du CND est un opposant. Il se trouve que sur certains plans de la politique que je mène, il voit les choses de la même manière que moi. Donc sur certaines questions, il peut me retrouver. Mais il reste que c'est quelqu'un qui, globalement, est de l'opposition. Et ça ne gêne personne. Et ça vous gêne, vous? Qui viennent dans la majorité je vous suggère d'aller le voir et de lui en faire la proposition. Vous qualifiez d'opposants responsables tous ceux qui soutiennent votre politique. C'est-à-dire que ceux qui ne soutiennent pas votre politique ne sont pas opposants responsables. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit les opposants responsables, je respecte surtout ceux dont la position a toujours été celle-là et qui n'a pas commencé à être membre d'un parti, en changer pour en devenir un autre, en revenir pour revenir dans un parti. Donc c'est cela que je voulais insinuer. C'est-à-dire que nous connaissons aujourd'hui des hommes politiques qui n'ont d'opposants que le nom et qui n'en sont pas réellement. Dans un camp comme dans l'autre. Mais comment ça, dans un cas comme dans un autre? Ce que je veux dire, c'est que dans la majorité, il y a ceux qui se disent opposants et qui vous tiennent, qui ne sont opposants que de nom. Ah, ça c'est votre appréciation. Enfin, c'est l'appréciation de l'opinion. Je vous laisse votre appréciation. Monsieur le Président, êtes-vous un homme rancunier? Est-ce que j'ai posé un acte qui pourrait vous amener à conclure que je suis un homme rancunier? Je le demande pourquoi. Parce que je veux savoir, si jamais vous êtes réélu, quelle place réserveriez-vous à vos adversaires politiques? Il faut bien comprendre les choses. Je vais devant le peuple gabonais présenter un projet. Donc la vision que j'ai. Si le peuple gabonais choisit ce projet-là, pourquoi voulez-vous que je le modifie? C'est le projet que le peuple gabonais a choisi. Si je modifie mon projet pour maintenant prendre le projet que le peuple gabonais a choisi, n'a pas choisi, pardon, ne donnerais-je pas l'impression de trahir un petit peu le peuple? Alors, ce qui est extraordinaire chez nous, c'est que le projet qui recueille la majorité de suffrages doit être mis de côté pour faire la place à un projet que le peuple a rejeté. Mais il ne s'agit pas forcément de changer de projet. Peut-être un gouvernement d'ouverture, peut-être appeler les opposants. Mais lorsque l'on fait un gouvernement d'ouverture, il y a une plateforme. Et donc, il faut donc partager cette plateforme. Et donc, dans ce cas-là, c'est autour de cette plateforme qu'on se réunit, on se rejoint et on met en forme cette plateforme. Donc, moi, si je suis réélu, et j'espère que je vais l'être, je pourrais effectivement tendre la main, ouvrir le jeu à quiconque voudra venir participer à la mise en œuvre du programme pour lequel j'aurais sollicité les faveurs et le soutien du peuple gabonais. Alors, Ali Bongo, quant à votre question, de me dire que est-ce que je suis rancunier, je vous répète ma question, ai-je posé un acte qui pourrait vous amener à penser que je suis rancunier? Pas encore jusque-là, monsieur le Président. Parce que j'entends dire cela, que le président est rancunier. Pendant 7 ans, j'ai été maltraité par certains de vos confrères. Vous le savez. Certains politiciens. Aucun n'a vraiment été inquiété, que je sache. Alors, Ali Bongo Ondimba réélu, quelle politique de décentralisation, pour la décentralisation et les collectivités locales, quand on sait que la loi tarde toujours à être appliquée? Si je suis réélu, le Premier ministre de l'Intérieur travaille à l'heure actuelle sur un projet.
le projet de décentralisation. Mon programme, qui est celui de l'égalité des chances, prévoit des éléments de décentralisation. Car aujourd'hui, il est très clair que les populations doivent pouvoir s'autogérer dans certaines manières. Mais ce qui est important pour moi, c'est de poursuivre le programme de l'égalité des chances. Ce programme est très important, car il amène notamment une grande diversification de notre économie dans la mesure de pouvoir créer des emplois. L'emploi reste au cœur de mes préoccupations. Et pour cela, je veux pouvoir mieux former les Gabonais, mieux les éduquer, afin qu'ils puissent répondre aux offres d'emploi créées par justement cette diversification. Et cette diversification de notre économie, elle a été engagée avec résultat. Et ça, c'est encore une fois, c'est du concret. Mais Monsieur le Président, de votre expérience, 7 ans, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait véritablement, qu'est-ce qui empêche à ce qu'il y ait une décentralisation, une déconcentration des pouvoirs dans... Même de mairie à mairie d'arrondissement, c'est compliqué. Pourquoi l'exécutif se montre aussi frileux quant à la mise en œuvre de cette loi sur la décentralisation? Il faut ce qui est important, c'est qu'est-ce que le but que l'on poursuit. Le but que moi je poursuis avec la décentralisation, c'est toujours le même. Le développement économique de notre pays. Comment mieux associer les départements, les provinces au développement économique de notre pays? Comment faire en sorte que les préfets de département, les gouverneurs de province puissent être aussi des acteurs du développement? Moi, c'est de faire ce sens-là que je regarde la décentralisation. Car il est important aujourd'hui pour nous d'avoir une activité économique. Il ne s'agit pas d'aller construire des beaux bâtiments et que les administrations n'aient pas les moyens de les entretenir. N'aient pas les moyens de les entretenir parce qu'il y a aussi manque d'activité économique sur place, attendant simplement des fonds qui arrivent du gouvernement central et qui fassent en sorte que la situation devienne difficile. Il faut que les provinces vivent. Pour que les provinces vivent, il faut un développement économique. Pourquoi? Parce que nous allons pouvoir endiguer l'exode rural et empêcher que les Gabonais continuent à affluer en masse vers les grands centres urbains. Et donc pour ça, il faut réfléchir à comment redonner de l'autorité, certes, aux acteurs locaux, mais aussi à les accompagner. Et donc, quelles sont les compétences que nous allons pouvoir déléguer aux administrations locales pour qu'elles puissent aussi se gérer. Il y a certainement des investissements qui peuvent être décidés par les administrations locales. Ça c'est vrai. Cela ressemble un peu... C'est pour ça que je dis que, à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur une loi en ce sens, mais je me méfie des effets d'annonce. Je ne veux pas faire des effets d'annonce. Nous avons déjà eu des projets de décentralisation qui n'ont pas fonctionné. Donc, je vous annonce que je travaille sur quelque chose en ce sens, mais je veux éviter les effets d'annonce pour qu'on vienne encore pas me dire que vous avez indiqué ceci et vous ne l'avez pas fait. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Vous rassurez les gestionnaires des collectivités locales quant à la mise en œuvre de cette loi sur la décentralisation. Je l'ai dit au gouverneur lorsque je les ai reçus et j'ai esquissé aussi un petit peu la chose au niveau des maires lorsqu'ils m'ont invité à une récente assemblée qu'ils avaient à Lambaréné. Et donc j'ai indiqué ma volonté de travailler aussi bien avec les maires, les gouverneurs et donc les autres responsables locaux. Votre vision ressemble un tout petit peu à la provincialisation de M. Pierre-Claver Maranga-Moussavo. Moi, je connais mon projet et je veux m'assurer que mon projet ait les moyens de fonctionner. Je ne veux pas rester sur un projet parce que les projets peuvent être formidables, très beaux, on peut aller très loin, mais il faut que toute l'administration puisse suivre. Et c'est là le problème, il faut que tout le monde soit d'accord. Et dans le passé, ça a bloqué parce qu'il y avait quelques soucis avec les administrations. Donc là, je souhaite qu'il y ait un consensus sur ce que nous souhaitons faire, sur ce que nous voulons faire. Alors, parlons maintenant de la représentation du peuple, le Parlement, l'Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Cela vous sied? Quelles innovations peut-être on pourrait apporter parlant par exemple de la répartie des députés par rapport à la population? J'estime que le nombre de 120 députés est un bon chiffre. Il y a certainement certaines nouvelles circonscriptions à créer, mais
en fait, augmenter le nombre de députés ne serait pas une bonne chose. Le nombre est suffisant à l'heure actuelle et nous n'avons pas besoin de beaucoup plus de députés. Et en diminuer? Pas besoin de charges supplémentaires. Donc, à ce niveau-là, il s'agit maintenant d'un renouvellement. Nous allons à les élections législatives à la fin de l'année. Eh bien, certainement qu'il y aura un renouvellement et que nous souhaitons, nous, avoir des députés qui participent à l'effort de développement de notre pays. Oui, mais Monsieur le Président, un nouveau découpage s'impose quand même. Je n'ai pas dit non à un nouveau découpage, j'ai dit non à l'augmentation du nombre de députés. Voilà ce que j'ai dit. Et à la diminution? Maintenant, vous connaissez la loi. Nous ne pouvons pas toucher la loi électorale en année. En année électorale. Voilà, donc vous le savez. Donc, sortir de ce scrutin, vous garantissez la communauté internationale, nationale. Vous sortez de ce scrutin, si vous êtes élu, vous garantissez la communauté nationale quant à l'avenir, quant à un nouveau découpage? Le nouveau découpage ne pourra avoir lieu qu'après les élections. Tout à fait. Donc, mais encore une fois, j'indique bien que je suis prêt à regarder cela pour être sûr qu'il y ait une meilleure représentativité des uns et des autres. Mais je vous indique que je ne serai pas favorable à une augmentation du nombre de députés. Et vous maintiendrez le système bicaméral? Le Sénat, vous conservez? Je pense que le bicaméralisme est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et pour un si petit pays? C'est une bonne chose. Ça n'a rien à voir avec la taille du pays. C'est une bonne chose que de pouvoir allier en même temps, souvent selon dit, la fougue de l'Assemblée nationale et l'expérience du Sénat. Et donc l'un tempère l'autre et je trouve que c'est très bien. Merci, monsieur. Nous allons à présent passer au volet économique de Changeons ensemble. Monsieur le Président, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens de vous entendre dire que le budget 2017 doit absolument refléter vos ambitions. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que celui de 2016 ne reflétait pas vos ambitions? Non, je n'ai pas dit cela. Je suis en train de dire que je me présente devant le peuple gabonais avec une ambition renouvelée, avec une accélération du programme que je veux faire. Et donc, par rapport à cela, je dis que le budget que je vais présenter au Parlement, si je suis élu, devra tenir compte de cela. Vous avez atteint quand même des sommets, 3 000 milliards, et tout récemment, ce sont notamment un élu du peuple qui se plaignait que même dans les administrations, on ne trouve même pas un stylo. Le montant global du budget, c'est une chose le montant global, une autre, comment vous allez allouer pour certains départements les fonds. Donc il y a une priorisation à faire et donc je vais m'attacher à pouvoir traduire cela dans le budget qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Alors, en dehors des ressources propres pour financer les investissements, on reproche à votre septennat d'avoir recouru à beaucoup trop d'emprunts. Non, nous avons recouru aux emprunts nécessaires pour relancer l'activité. Et lorsque nous sommes allés sur les marchés, nous avons été très bien accueillis. Et ce sont les marchés qui nous ont même conseillé de revenir plus souvent pour les plus petits montants. Ce qui est important, c'est d'avoir un niveau d'endettement qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, par rapport au niveau d'endettement que nous avons, nous sommes dans la bonne tranche et soutenus par les organisations internationales. Alors, en contrepartie, le Gabon donne quoi pour rembourser les emprunts? Pardon? En contrepartie, le Gabon donne quoi pour le remboursement des emprunts? Parce que vos détracteurs disent que la forêt est bradée, qu'un certain nombre de matières premières sont bradées. Alors, monsieur, encore une fois, je vois que mes détracteurs, mais vous ont-ils donné des précisions et des chiffres clairs avec des exemples clairs pour dire que la forêt est bradée? Et bradée à qui? Vous ont-ils donné des éléments? C'est facile de venir critiquer comme ça. Non, notre forêt n'est pas bradée. Le secteur forestier est en plein essor. Avec la décision que nous avons prise, et pour certains nous ont critiqué pour cette décision, aujourd'hui, l'activité forestière comment dire, au Gabon est en plein essor, comme je dis. Nous avons plus de 7 000 emplois directs et indirects créés, avec un plus grand nombre d'usines, et finalement, nous transformons du bois, mais nous n'en coupons pas plus qu'avant. Donc nous sommes dans une phase qualitative et non quantitative. Et notre taux de déforestation, il est de moins de 1%, qui est un des taux les plus faibles au monde.
Alors, je ne vois pas comment, avec un taux de déforestation qui est aussi faible, nous serions en train d'éliminer totalement la forêt, comme on dit, ni même de la brader. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Et quelle était l'autre chose dont les détracteurs parlaient? Justement, la contrepartie pour rembourser les emprunts réalisés sur les marchés financiers. Mais nos finances sont saines, nous remboursons et les emprunts extérieurs comme les emprunts intérieurs. Bon, donc nous l'avons fait. Au niveau de la dette intérieure, certains opérateurs se plaignent de ne pas avoir été remboursés. Vous savez, lorsque nous avons audité la dette intérieure, nous avons eu de grosses surprises. Des factures qui nous avaient été présentées, après vérification, nous nous sommes rendus compte que certaines étaient fantaisistes. Et nous avons évité à l'État de dépenser environ entre 500 et 600 milliards de fausses factures. Évité. Pour autant, sur le septennat, nous avons remboursé plus de 1000 milliards de dettes intérieures. Alors, Ali le problème des emprunts, Monsieur le Président, selon vos détracteurs, c'est leur impact quant aux réalisations sur le terrain. Jamais le Gabon n'a été aussi endetté. On parle de 3500 milliards. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Comment pouvez-vous dire que jamais le Gabon n'a été aussi endetté? Quel est le montant de la dette gabonaise aujourd'hui? C'est pas vrai, pardon? Quel est le montant de la dette gabonaise Elle aujourd'hui? tourne autour de 40% à peu près du PIB, qui est un très bon taux d'endettement. Et nous nous sommes endettés pour des secteurs bien précis. Des secteurs qui font porter la croissance, monsieur. Bon. Et si nous n'avions pas fait cela, aujourd'hui la croissance ne serait pas aussi élevée. Et nous n'aurions pas eu la création d'emplois telle que nous l'avons fait, ni la diversification de notre économie. Donc c'est ça qu'il faut dire. Parce que si nous n'avions pas recouru à ces emplois-là, les routes n'auraient pas été développées comme elles ont été, nous n'aurions pas apporté de l'électricité à 64 000 nouveaux foyers, l'eau à 64 000 nouveaux foyers, l'électricité à 34 000, nous n'aurions pas fait tout cela. Bon, donc vous voyez bien que... Mais il y a que certains grands projets sont à l'arrêt, à l'image du Champ Triomphal. Non, il n'est pas à l'arrêt. Le Champ Triomphal, c'est un projet qui est différent. Nous avons décidé que ce projet serait porté par le privé. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est porté par le privé. Et ce sont des travaux de terrassement qui sont en train d'être faits, qui ne sont pas visibles, mais vous allez voir vous-même. Et que deviendront toutes les sommes d'argent qui ont été englouties? On va nous les rembourser au Gabon? C'est un partenariat public-privé. Donc, l'État investit dans un projet qui va être porté par le privé. Et l'État utilise son véhicule qui est le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté et ce n'est pas de l'argent parti en l'air. Monsieur le Président, ça c'est la nouvelle formule, ça c'est la nouvelle formule de ce chantier, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le Fonds gabonais d'investissement. Non, c'est une formule. Vous savez, quand on dirige un État, il faut aussi savoir s'adapter. Moi, il se trouve que j'ai préféré regarder les priorités. Les priorités, c'est d'abord le sort des Gabonais. Donc, à partir de là, j'ai fait un certain nombre de réajustements. Et certains privés, j'ai dit, ça doit être porté par le privé. Et nous voulons faire en sorte d'améliorer les conditions des Gabonais. Et on ne peut pas vous faire le reproche de vouloir améliorer les conditions des Gabonais. C'est vous qui allez me faire. On vous reproche la lenteur de certains projets, à l'image de 5 000 logements par an. Les 5 000 logements par an, parlons-en. Monsieur le Président, s'il vous plaît, à votre permission, on va revenir là-dessus dans le volet abordé par Mme Okinkali. Nous allons peut-être, c'était peut-être une anticipation, nous allons revenir à ce qui concerne l'économie parce que vous ambitionnez de restructurer un certain nombre de banques d'État. Je voudrais vous demander, vous avez fait 7 ans à la tête du pays, pourquoi vous n'avez pas restructuré ces banques à ce moment? Pourquoi vous sollicitez un second mandat pour les restructurer? Mais 7 ans, vous comprenez bien que nous ne pouvons pas tout faire. Et encore une fois, la priorité, pour moi, était ailleurs. Et chemin faisant, il s'est trouvé que je souhaite que le secteur bancaire puisse aussi accompagner le développement. Votre priorité était ailleurs, donc le cas de ces banques... Non, je n'ai pas dit ça. Okay, alors, je n'ai pas dit ça. Je dis que ma priorité était surtout de m'appesantir sur le sort des Gabonais. Bon. Et de créer un modèle économique qui puisse faire en sorte que je puisse créer plus d'emplois par la diversification. Maintenant, ce modèle économique en route, il doit être aussi accompagné par les acteurs du privé. Et c'est là que viennent toutes ces réformes-là.
Donc nous avons engagé un certain nombre de réformes, nous avons engagé un certain nombre d'audits dans certains secteurs, nous avons commencé par lancer des efforts, des audits dans certains secteurs comme pétrolier, minier, tout, pour revoir le code forestier, le code minier, les codes pétroliers, qui étaient donc des secteurs qui apportaient des ressources à l'État. Et ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. Pas du tout. Donc maintenant, une fois que ceci fait, notre effort devait porter sur comment nous allons enclencher la transformation de notre État, sortir d'une situation où nous sommes vivant dans une économie de rente, passer à une économie de production. Et donc c'est chemin faisant que nous avons constaté qu'il fallait être accompagné par un certain nombre d'acteurs. Et c'est là que les différentes réformes doivent se mettre en place. Alors, vous envisagez de créer un office, vous dites un office national des recettes. Est-ce que ce n'est pas une administration de plus? Non. Ce n'est pas une administration de plus, c'est une réflexion qui vise à maximiser toutes nos recettes. Et donc, à mettre au sein d'un office toutes les différentes institutions, départements qui concourent à nous amener les recettes. Donc, c'est cette idée-là. Alors, beaucoup, enfin, je n'ai pas peut-être la proportion, mais certains Gabonais se plaignent du fait d'avoir transféré un certain nombre de compétences du Trésor public à la présidence de la République. Nous n'avons transféré aucune conférence. Alors, il s'agit de quoi exactement? Non. C'est pour ça que vous commencez à avancer un certain nombre de choses, soyez précis. Quel transfert nous avons fait? Il semblerait que le Trésor public soit transféré à la présidence de la République. Il semblerait. Vous avez vu un texte, un document, un décret qui dit que le trésorier payeur maintenant est à la présidence? On parle des agences. Avez-vous vu quelque chose comme ça? Il s'agit d'une commission mise en place. Il y a une commission qui a été mise en place et qui est présidée par, enfin, dans laquelle le collaborateur participe. J'ai répondu à vos confrères, je vous ai dit qu'une commission a été mise en place à laquelle participe qui? Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le trésorier payeur général, le directeur donc, des comptes publics. Bon. C'est la crème, c'est le sommet. Et le directeur de cabinet, c'est simplement une commission qui est mise en place pour regarder l'ordre de priorisation pour les dépenses publiques. Qui décide en dernier ressort? Pardon? Qui décide en dernier ressort? En dernier ressort, celui qui décide, c'est toujours le président de la République. Lorsque les propositions nous sont faites. Et personne d'autre. Monsieur le Président, nous allons poursuivre avec ce grand projet que vous comparez au chemin de fer, le projet Graines. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais attendent sur le marché les premières productions des planteurs de Makoko. Eux qui ont été les premiers à bénéficier de ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que jusque-là... Avez-vous déjà, une fois dans votre vie, travaillé la terre, être agriculteur? J'ai planté. Et au bout de combien de temps vous avez récolté? Au bout de 7, 8 mois. Bon, nous avons commencé... Et là, il s'agit du manioc. Mais le manioc, nous avons déjà des récoltes. Nous en avons déjà. Si vous voyez le projet Graines dans sa globalité, c'est un projet que nous avons lancé l'année dernière. Et nous sommes déjà dans plus de 5 provinces. Et nous avons un volet formation pour accompagner les personnes qui sont enrôlées. Et nous accompagnons techniquement, par le biais donc du partenariat public-privé, nous accompagnons techniquement tous ceux qui ont formé les coopératives, accompagnement technique, accompagnement financier, le temps qu'ils plantent pour avoir les premières récoltes, il y a un accompagnement financier, et par la suite, il va y avoir un achat des récoltes. Alors, donc, c'est un projet qui est gagnant-gagnant, et qui se met en place. N'allez pas plus vite que la musique, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que vous allez plus vite que la musique. À quand l'extension du projet sur toute étendue du territoire? Eh bien, ça suit son cours, monsieur. Ça suit son cours. Si je suis élu l'année prochaine, d'ici avant la fin de l'année prochaine, nous aurons fait toutes les provinces. Monsieur Ali Bongo, nous aurons implanté le projet dans toutes les provinces. Ça suit son cours. Il y a un ordre de programmation et il faut suivre son cours. Est-ce que c'est en cultivant du manioc et de la banane qu'on atteindra l'autosuffisance alimentaire? Il n'y a pas que la banane et les manioc qui sont cultivés. Moi j'étais sur les lieux. Non, il n'y a pas que la banane et le manioc. Vous avez été partout? Oui.
de toutes les provinces où le projet a été lancé. Partout. Et vous n'avez vu que la culture de la banane du manioc. Alors, je vous suggère de reprendre. Il y a des cultures de rente au niveau de je vous suggère de reprendre. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on nourrit le Gabonais tous les jours? Mais on ne va pas nourrir le Gabonais qu'avec la banane et le manioc. Vous êtes en train d'être très réducteur dans votre propos. C'est pour ça que je vous dis, retournez voir les autorités et du projet et elles vont bien vous expliquer. Car quelque part, il y a une explication qui vous a manqué. Ok. Alors, Monsieur le Président, un programme a été lancé en faveur des fonctionnaires qui demandaient le départ en retraite anticipée. Et beaucoup ont souscrit, un certain nombre ont souscrit. Et malheureusement, il n'y a pas eu l'accompagnement. Alors, ce soir, quelle explication leur donnez-vous? Je pense que le plus important pour nos compatriotes, c'est de savoir qui, dans les 7 prochaines années, va pouvoir mettre un programme économique en place pour pouvoir créer des emplois. Et je dis que je suis celui qui est le mieux placé pour avoir commencé dans différents secteurs à mettre en place les structures. Que ce soit, et souvenez-vous que dans le projet qui était le mien, Paix, Développement, Partage, ce projet, ce triptyque était basé aussi sur Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Et dans ces différents domaines, nous avons pu avancer. Et les problèmes, les questions, les domaines les plus importants de notre économie, le domaine pétrolier, nous voulons aller beaucoup plus loin dans la transformation, d'où la création d'un institut du pétrole à Port-Gentil. Dans le domaine minier, nous avons une école de mine de Mwanda pour répondre aux soucis du complexe métallurgique. Nous transformons le manganèse sur place et donc il faut former les Gabonais pour qu'ils rentrent dans ce genre de projet. L'école de métier du bois va bientôt sortir à Boué. Et là, ça sera aussi pour venir transformer le plus de bois sur place chez nous. Alors, pour répondre à votre question, j'ai fait ce détour pour dire que les offres d'emploi doivent être importantes pour que les personnels qui sont au niveau de la fonction publique puissent être accompagnés et être tentés d'aller vers d'autres emplois. Donc, ça rentre dans la vision de ce que je veux faire. Et nous voyons d'ailleurs qu'un certain nombre de fonctionnaires sont intéressés par le projet Graines. Et effectivement, les départs anticipés, c'est un programme qui a été stoppé pour un certain nombre de raisons et que nous allons réétudier d'ici quelques temps. Monsieur Ali Bongo Ndimba, est-ce qu'on peut faire avec vous ce soir l'état des lieux de la BOP, budget par objectif de programme, qui devrait donc permettre une meilleure mise en œuvre des politiques publiques, parce que les populations s'interrogent toujours de la tiédeur de ce projet? Je suis en train de vous dire que notre propos était de pouvoir diversifier notre économie. Et nous avons engagé ces réformes-là. Je vous rappelle qu'en 2009, nous créions 4 000 emplois. Nous sommes à 12 000 emplois en créés aujourd'hui. Mais nous savons que pour résorber le chômage, il faut que l'on passe à plus de 20 000 emplois en créés. Donc nous avons un gap de plus de 8 000 emplois à créer tous les ans, en plus de ce que nous faisons là. Et ça, c'est par l'économie que nous allons pouvoir le faire. Et ça, c'est par le programme de diversification de notre économie. C'est le programme pour investir dans la formation, dans l'éducation. C'est cela que nous allons faire. Et c'est ça donc le plus important. Et donc, le budget reflète cette volonté-là. Cette volonté de projets prioritaires qui sont destinés à nous accompagner dans le cadre de la diversification de notre économie et ensuite aussi à nous accompagner dans le cadre du volet social. Mais la priorité pour moi, c'est celle qui nous conduit à pouvoir améliorer les conditions de vie, et l'amélioration de ces conditions de vie passe aussi par la création d'emplois. Merci, Monsieur le Président. Non, c'est bon sur le... Alors, Monsieur le Président, vous ambitionnez également de rendre opérationnelle la ZERP de l'île Mandi, mais il se trouve qu'il va créer un certain nombre d'emplois, mais depuis un bon temps, ça devient comme un serpent de mer. Vous avez des expressions qui sont très lapidaires. J'ai indiqué que je ne veux pas faire quelque chose que je n'ai pas testé. Et donc là, avec la mise en place de la zone économique de Coq, ceci nous donne un bon exemple.
de la manière dont il faut développer ces zones économiques spéciales. Et la zone économique de Coq est un succès. Est un succès. Rares sont les zones économiques lancées il y a si peu de temps qui voient déjà autant d'investissements. Basé sur la manière dont la chose a été conduite au niveau de la zone de Coq, nous savons maintenant comment mieux réajuster le projet de la zone économique spéciale de l'île Mandji, avec les aménagements portuaires que nous devons y amener. Et donc, c'est un projet qui n'est pas une lettre morte et qui va rentrer dans le projet du développement de Port-Gentil. Et dans ce cadre-là, vous comprenez maintenant pourquoi il était nécessaire d'avoir une route reliant Port-Gentil au reste du pays. Car quelle zone économique spéciale, si votre interland, vous n'en avez pas accès. Aujourd'hui, Port-Gentil, lié au reste du Gabon, va pouvoir économiquement connaître beaucoup plus d'activités. Alain, Alors, oui, on se permet. Oui, oui. Monsieur le Président, alors vous parlez de tous ces chantiers qui devraient permettre de booster l'économie. Ça fait vraiment beaucoup de chantiers et des chantiers titanesques. Est-ce que vous n'aurez pas mieux fait de canaliser, cibler 3, 4, 5 peut-être, et qui, au bout du premier septennat, seraient arrivés à terme? On pense encore à la Marina qui s'est arrêtée. Mais certains grands chantiers, de toute façon, prennent du temps. Tout à fait. Vous avez vu un grand chantier que vous pouvez conduire en un an? Si vous en connaissez, dites-le moi. Bon, mais c'est exactement précisément ce que nous avons fait. Nous avons quelques grands chantiers que nous avons conduits et c'est précisément dans ce sens que nous allons, le sens que vous venez d'indiquer, avec des chantiers qui sont importants dans le sens où ils vont nous aider à booster l'économie, à créer plus d'emplois. Donc c'est dans ce sens que je vois ces chantiers-là. Et Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, on vous a vu à l'entame de votre magistère tenir des conseils des ministres sur toute l'étendue du territoire et à l'issue desquels chaque conseil des ministres a été sanctionné par un chapelet de promesses. Qu'en est-il aujourd'hui? Je prendrai plus en le cas des universités de Mouila, nous avons par rapport au conseil décentralisé, comme vous l'avez dit, délocalisé, fait exactement le point. Nous en sommes à plus de 70% de réalisés. Alors, Monsieur le Président, mes voisins m'en voudraient si je ne vous pose pas ces deux questions d'actualité liées à l'économie. La première, c'est, Monsieur le Président, F2 et l'impératrice, vous y avez été, vous avez certainement posé même la première pierre, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas construit les barrages hydroélectriques et là vous envisagez pour le prochain septennat en construire 6 autres? On F2 est en route. F2 est en route. Et en ce qui concerne l'impératrice? Nous avons été contraints de bien revoir le modèle pour être sûr que nous allions tirer le maximum de profit et surtout le fait que dans ces différents projets, ce qu'il faut comprendre, la philosophie aujourd'hui que nous amenons est de dire que pour un certain nombre de projets de développement, il vaut mieux avoir le partenariat public-privé. Cela fonctionne mieux. Lorsque vous avez un partenaire privé qui vous accompagne, lui, il met son argent, il l'investit. Et donc, il conduit mieux le projet que ne le ferait l'État. Car ce n'est pas la mission de l'État. Et l'État doit se concentrer beaucoup plus sur les fonctions qui sont les plus importantes pour lui. Protéger, mais aussi éduquer, soigner. Donc c'est cette philosophie-là que nous poursuivons. Voilà pourquoi un certain nombre de projets, nous avons voulu revoir la philosophie de ces projets pour être sûr d'être accompagnés par des partenaires, mais des partenaires solides. Alors, Monsieur le Président, dernière question. Vous parlez d'égalité de chance, mais où est-ce que se trouve l'égalité de chance entre des Gabonais qui veillent toute une nuit jusqu'à 5 heures du matin pour attendre un filet d'eau et le lendemain doivent aller à l'école ou au travail, et d'autres Gabonais qui ont de l'eau en permanence? Mais si vous n'avez pas tout à fait... alors peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, mais j'ai quand même indiqué les efforts que nous avons faits. Au cours de ce septennat, nous avons amené l'eau à 64 000 nouveaux foyers. Nouveaux foyers. N'empêche que la demande est toujours là. Mais, enfin, c'est pour vous dire les efforts que nous avons déjà consentis.
Et justement, je suis le premier à vous dire que je ne suis pas satisfait parce qu'il y a encore des Gabonais qui souffrent et que je veux poursuivre cet effort-là. C'est bien juste précisément ce que je dis. Je ne suis pas venu ici pour être là en train de m'auto-satisfaire, pour dire que c'est formidable, j'ai amené l'eau à 64 000 foyers, bon c'est terminé. Je suis le premier à le dire, que nous devons faire plus et nous devons investir plus. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Les derniers investissements, notamment sur Tounsen, vont nous amener encore une plus grande capacité. Et ce sont des investissements importants que l'État a consentis. Merci Théophile. Monsieur le Président, nous allons à présent aborder le volet social avec Olga Conforto-Kinkali. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, vous parlez changeons ensemble, d'assurer meilleur accès aux soins de qualité. Or, Monsieur le Président, la CNAMGS soulage, mais il reste qu'elle pose un certain nombre de problèmes du temps qu'elle ne prend pas en compte certaines pathologies. Alors, comment faire à l'avenir pour justement étendre l'assurance CNAMGS à ces pathologies qui s'avèrent être les plus onéreuses? Mais nous allons exactement dans le sens que vous indiquez. Au fur et à mesure, nous augmentons le nombre de médicaments remboursés par la CNAMGS. C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Et tout dernièrement, il y a encore un mois, il y a eu toute une nouvelle liste qui a été ajoutée. Il y a qu'aujourd'hui, y compris certaines structures sanitaires, refusent de vous recevoir avec une carte CNAMGS. Ben, si vous connaissez ces structures, donnez-moi et dites-les-moi. Je crois que vos services sont compétents pour. C'est justement ce que j'étais en train de dire dans tous les meetings, en disant que c'est une situation qui n'est pas acceptable, à laquelle nous allons mettre fin. Mais il faut comprendre que dans la vie, nous tendons vers l'amélioration et nous tendons vers la perfection. La perfection n'existe pas. Donc, lorsqu'on me dit, oui, mais il y a quelques petits problèmes ici et là, mais il y a toujours des problèmes dans la vie. Mais c'est la volonté des uns et des autres de faire en sorte que ces problèmes, ces obstacles, nous puissions trouver des solutions pour ne plus les connaître. Mais vous ne pouvez pas nier l'effort qui a été celui de la mise en place de la CNAMGS. Quand vous pensez par exemple que dans le temps, avant la CNAMGS, beaucoup de nos compatriotes qui souffraient d'hémodialyse, il n'y avait pas d'autre possibilité que malheureusement celle de décéder. Car une séance d'hémodialyse, c'est 200 000 francs. Et certains compatriotes doivent avoir 3 séances par semaine. Aujourd'hui, ces séances-là sont toutes couvertes par la CNAMGS. C'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Alors, plutôt que d'être encourageant par rapport à ce qui est fait, il faut que, et ça c'est malheureusement un trait que nous avons, c'est des fois souvent toujours la petite bête, ah oui mais même si toute l'étendue du territoire se passe, mais il y a tel endroit, il y a telle chose qui n'a pas été faite. Bon, très bien, signalez-le, mais ne prenez pas cet exemple pour dire que la CNAMGS ne fonctionne pas. Ça, ce n'est pas vrai. Autre chose, Monsieur le Président, pour terminer sur la CNAMGS, je note que vous en faites état au titre de réalisation de votre septennat. La CNAMGS est quand même bien antérieure à votre arrivée au pouvoir. Mais nous l'avons réformé, monsieur. Mais elle existait déjà. Nous l'avons réformé. Elle existait Je déjà. l'ai installé dans son nouveau siège et nous l'avons réformé. Donc c'est une chose de dire que ça existait, bien sûr. Les routes aussi, il y en avait avant. Mais pourtant, j'en ai construit plus en 7 ans que dans les 25 dernières années. 672 km. C'est beaucoup plus que dans les 20 dernières années. Donc vous n'allez pas me dire aussi que je ne dois pas parler des routes parce qu'il y avait des routes avant. Non, bon, donc c'est ce que nous faisons par rapport à ce que nous trouvons. Si nous trouvons un instrument qui est bon, eh bien, et si on l'améliore, eh bien c'est une bonne chose. Je n'ai jamais dit que j'ai créé la CNAMGS, j'ai dit simplement que j'en ai changé le fonctionnement, je l'ai amélioré et le rendre aujourd'hui ce qu'elle est. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. La suite avec Olga. Vous allez d'ailleurs continuer de l'améliorer, Monsieur le Président, parce qu'il y a toujours des problèmes au niveau des pharmacies, entre les médecins qui prescrivent des ordonnances et les pharmacies qui ne peuvent pas servir ce médicament parce que ce médicament n'est pas pris en charge par la CNAMGS. Donc, heureusement, vous avez parlé dans votre projet d'amélioration. Je suis ravi. Aujourd'hui, les pharmacies, avec les pharmaciens, le ministère de la Santé, la CNAMGS, tous ces acteurs se parlent. Et donc, ce genre de problème aujourd'hui trouve solution beaucoup plus facilement. Les uns et les autres se parlent. C'est tant mieux. Monsieur le Président, vous avez parlé donc de l'égalité de chance. Égalité de chance dans votre projet pour le Gabon, c'est également penser à vos compatriotes. Comment ramener donc vos compatriotes qui sont à la maison en ce moment? Pourquoi? Parce que lorsqu'un ministre quitte du gouvernement, ses collaborateurs ne sont jamais réexploités ailleurs.
Pourquoi? Parce que lorsqu'un ministre arrive lui aussi au gouvernement, il vient avec les siens et les autres sont à la maison. Alors, il y a également ceux-là qui ne peuvent pas trouver du travail. Pourquoi? Parce que le budget est donc insuffisant et dans les ministères, les gens se tournent les pouces. Non, généralement, il faut dire que lorsqu'un ministre arrive, il ne touche pas à l'administration, il touche au cabinet politique. C'est le cabinet politique. Mais ce sont les Gabonais? Oui, mais le cabinet politique, ce sont des personnes qui sont proches du ministre. Oui. Donc, il a le choix quand même de pouvoir, il a la possibilité quand même de pouvoir choisir ses collaborateurs. On ne peut pas lui enlever ça. Non, parfois, ça s'étend. Nous disons aux membres du gouvernement que l'administration, elle demeure. L'administration, elle reste en place. Donc voilà ce qui se passe. Vos populations vous reprochent de ne pas être à leur écoute. Ali Bongo Ondimba 2009, Ali Bongo Ondimba 2016. Qu'est-ce qui a changé en l'homme? Mais je suis beaucoup plus à l'écoute que vous le pensez. Parce que je ne fais pas de publicité, mais je rencontre mes compatriotes. Et je sais ce qu'ils pensent, et je sais ce qu'ils me disent. Et c'est pour ça que je dis, je sais comment, je sais les problèmes, je connais les problèmes qu'ils ont. Et je connais les souffrances. Et je dis que je suis le mieux placé pour pouvoir les changer. Parce que j'ai commencé. Mais le Gabon a besoin de vrais changements. Et ces changements-là, je suis, avec mon projet, celui qui peut apporter ces grands changements, qui en ait la volonté et l'ambition de le faire. Donc, la distance que l'on me prête vis-à-vis des Gabonais, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut quand même voir que tout ce temps-là, nous avons revu le revenu minimum mensuel, qui était de 80 000 francs, il est passé à 150 000. Toutes les allocations ont été revues à la hausse, y compris maintenant les salaires. Et nous avons fait tout cela en même temps que nous subissions la baisse du prix du baril de pétrole. Donc comment nous avons fait? C'est justement grâce à la diversification. Parce que le secteur hors pétrole, eh bien, il a connu un boom. Et c'est donc cela qui nous a permis de pouvoir faire tout cela. Maintenant, encore une fois, je dis que c'est loin d'être parfait, mais c'est une réponse. C'est une réponse pour accompagner les Gabonais qui souffrent. Par exemple, lorsque vous avez votre revenu qui a augmenté, mais en même temps que vous avez vos dépenses médicales qui sont couvertes par la FNAMGS, ce sont des économies que vous ne ferez plus. Lorsque maintenant les enfants, tous les bacheliers sont boursiers, ce sont aussi des dépenses que vous ne ferez plus. Donc c'est pour ça, pour dire que c'est un problème de l'égalité des chances et certaines mesures viennent alléger les dépenses que vous ayez eues. Aujourd'hui, nous avons, avec la question des bourses, nous sommes justement en train de faire en sorte que les Gabonais économiquement faibles puissent avoir les mêmes chances que les autres. C'est aujourd'hui plus de 35 000 boursiers que nous avons. Vos populations... Monsieur le Président, sur ce même levier, on vous a vu pendant quelque temps parcourir certaines grandes surfaces de la place, mais au finish, le prix reste en l'état. Qu'en est-il exactement? C'est-à-dire? Les prix n'ont pas baissé. Non. Les prix de première nécessité, ils sont contrôlés, ils ont baissé. Et sur la globalité, sur l'ensemble du septennat, nous avons maîtrisé l'inflation, qui n'a pas dépassé les 3%. Bon, et maintenant, sur toute la liste des prix de première nécessité, ces prix-là ont baissé. Et voilà pourquoi je suis allé m'assurer dans les surfaces que c'était bien suivi et bien respecté. Certains magasins se sont amusés à ne pas suivre, mais sinon, c'était suivi. Mais c'est aussi l'effort que nous conduisons, notamment dans le développement des infrastructures, et celles des infrastructures portuaires. Parce que ces nouvelles infrastructures que nous allons bientôt inaugurer vont nous amener à réduire les coûts et les prix, entre 10 et 15%. Nous l'espérons sur la place de Libreville. En tout cas, Monsieur le Président, vos populations vous ont trouvé beaucoup plus chaleureux pendant la période de campagne et elles souhaitent que ça se passe en temps normal aussi. Mais je suis toujours chaleureux. C'est parce que pendant la période de campagne, j'en ai rencontré un peu plus, parce que c'est la campagne. Mais sinon, j'ai toujours ce contact. J'aime aller au-devant de mes compatriotes, j'aime les visiter. Il est très important pour moi, notamment le développement de la PME. Et je veux pousser les Gabonais plus vers la PME. Et donc, chaque fois que j'ai la possibilité, je m'y rends. Comme là, je me suis rendu au quartier Rio pour voir Mme Pendi dans son atelier de couture. Ça, ce sont les rencontres qui sont les plus importantes pour moi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ces rencontres me rendent, comment dire, me dopent. Parce que c'est le contact avec les Gabonais. Et à ce moment-là, ils me parlent, ils me disent.
et je connais exactement le point de vue, sans intermédiaire. Et quand ce sont ces compatriotes-là, et certains qui sont dans la souffrance, qui vous disent, Ya Ali, continue, ne t'arrête pas, tiens bon, mais fonce, donc ça vous dope, et c'est ce qui se passe. Donc j'aime aller à la rencontre de mes compatriotes. Tout dernièrement, si jamais vous passez par Mayumba, arrêtez-vous chez Pamela, un restaurant extraordinaire. J'ai mangé un poisson qui était vraiment très bon. Ce n'est pas pour la communication. Mais c'est parce que j'étais en campagne que malheureusement j'ai dû arrêter, sinon j'y serais. Non, c'est pas pour la communication. Chaque fois que je passe par j'ai mon petit, j'ai mes coupés qui m'attendent. Et donc j'y retourne depuis 7 ans. Et ça, c'est pas la communication, mon cher. Monsieur le Président, justement, nous retenons le nom de Pamela à Mayumba, mais il y a que, vous parlez de décennie de la femme, septennat des jeunes, finalement, est-ce que trop de priorité ne tue pas la priorité? Quelle sera votre priorité pour le prochain septennat si vous êtes élu? Lequel? Pardon? Je n'ai pas bien connu la question. Décennie de la femme, oui. Septennat des jeunes, oui. Ça fait trop de priorité. Quelle sera votre priorité si vous êtes élu? Pas du tout. Il s'agit, dans les deux cas, d'accélérer la formation et l'éducation. Pour les jeunes, ça passe notamment par l'école. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'éducation. Pour ceux qui sont encore sur le banc de l'école, et qu'on espère conduire jusqu'à l'université. Et pour ceux qui n'iraient pas à l'université, ça passe donc par la formation professionnelle. Les deux vont de pair. En ce qui concerne la femme, c'est les femmes qui sont plus jeunes rentrent dans la catégorie des jeunes. Mais les femmes âgées, ce sont celles que nous voyons notamment qui rentrent dans des projets comme Graines, à laquelle il faut donc apporter une formation professionnelle, les assister. Ce sont celles qui créent des PME, ce sont celles qui veulent les chefs d'entreprise et à laquelle nous devons aussi apporter. Ce sont celles qui s'inscrivent dans le programme des activités génératrices de revenus. C'est-à-dire que ces programmes qui sont basés sur le fait que l'État t'apporte quelque chose, mais c'est conditionné. Il faut que tu fasses quelque chose. Soit que tu envoies les enfants à l'école, soit que tu commences ton petit commerce, ainsi de suite. Donc, c'est accompagner toutes ces femmes-là. Donc, mettre tout en place ces mécanismes pour les accompagner. S'agissant de l'école, la rentrée des classes approche. Dans quelles conditions soutenir cette rentrée scolaire? Si vous êtes élu, bien entendu. Dans de bonnes conditions. Pardon? Dans de bonnes conditions. Avec les effectifs pléthoriques? Ah, mais nous poursuivons des efforts pour la construction de classes. Et nous savons très bien que par rapport à cela, nous avons des efforts supplémentaires à faire. D'où j'étais en train de vous dire tout à l'heure que le budget de l'éducation comprendra en plus une augmentation pour tenir compte de ce volet-là. Parce que nous avons, et ça c'est une bonne chose, le plus grand nombre plus d'enfants qui vont dans les écoles. Mais aujourd'hui, il faut faire un effort pour que, les enfants soient dans les meilleures conditions pour apprendre, et que aussi les enseignants soient dans les meilleures conditions pour donner les cours. Le meilleur enseignement. Donc c'est un effort important, et ça va passer par une loi de programmation qui va nous permettre de pouvoir, sur les 5 prochaines années, avoir un montant donc de ce que nous devons mettre absolument en investissement pour l'éducation nationale. Monsieur le Président, au cours de ce mandat qui s'achève, combien de salles de classe avez-vous construit? Pardon? Combien de salles de classe avez-vous construit? Nous avons construit beaucoup de salles. Vous avez annoncé la construction de 400 salles de classe? Oui, nous avons construit autant de salles de classe que vous venez de dire, plus la réhabilitation de beaucoup d'autres salles de classe. Nous en avons construit beaucoup. Donc, la réhabilitation, oui, on l'a vu, mais la construction... Donc sur ce secteur-là, nous devons plus construire d'écoles, beaucoup plus construire d'écoles, avoir des écoles spécialisées, pour aussi faire en sorte que les spécialités par secteur sont très importantes, donc plus de lycées d'enseignement professionnel, mais surtout, ce que nous allons devoir faire, c'est construire beaucoup plus d'internats. Car c'est comme cela que nous allons soulager les familles. Il y a des familles qui ne peuvent pas garder 5-6 enfants sous le même toit. Et ces enfants-là sont dans des conditions difficiles. Quand l'un veut apprendre, il ne peut pas. Et donc, nous allons revenir à cette bonne formule qui a marché pour toute une génération de Gabonais, la construction d'internats avec les ensembles, avec les lycées et autres collèges. Donc ça, c'est une chose qui est donc très importante. Mais aussi, ce que nous voulons faire, c'est là aussi attirer le privé. Le privé doit nous aider dans le cadre de la construction. Dans le cadre de la construction, l'État, lui tout seul, n'y arrivera pas.
Sinon, il faut arrêter d'autres secteurs et ne rester que sur celui-là. Donc, nous pouvons aussi avoir l'aide du privé pour nous soutenir dans le cadre donc, de la construction des écoles. Monsieur le Président, concernant donc le contact permanent que vous devez avoir avec vos populations, Gabon Télévision, si jamais vous êtes réélu, vous attendra très prochainement. Alors, Monsieur le Président, vous dites construire des usines et des barrages. C'est pour éradiquer certainement ce phénomène de coupure intempestive et de délestage, sans oublier que le contrat de la SEG est en train pratiquement d'arriver à son terme. Alors hier sur notre plateau, un candidat disait que vous seriez actionnaire à beaucoup de millions. Comment est-ce que vous allez... Non, je ne suis pas actionnaire de la SEG. Il est vrai que à titre donc par l'intermédiaire de Delta Synergie, qui est un holding familial, Delta Synergie avait une politique d'être actionnaire d'un certain nombre d'entreprises. Voilà. Ici au Gabon, pour aussi aider ces entreprises à se développer et à créer des emplois au Gabon. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le même temps, vous l'avez déjà dit par rapport à l'eau, est-ce que vous savez que, certainement vous le savez, puisque vous vous êtes baladé un peu partout, vous avez fait votre campagne un peu partout sur le territoire national, mais je ne parle que de Libreville. Par rapport à la SEG, est-ce que vous savez que vous avez des populations qui vivent encore sans le raccordement de compteurs à leur maison? Les compteurs sont à des distances des distances. Je le sais. Moi-même, j'ai été dans certains quartiers où une compatriote m'a dit que ça faisait 30 ans qu'elle était à Libreville sans eau. Oui. Et que l'eau venait d'arriver. Et c'est la vérité. Donc, je l'ai vu, je l'ai constaté sur place. Je suis en train de vous dire que nous ne sommes pas les restés les bras croisés. Et donc, nous attendons nos raccordements avec Toum 5 qui va apporter encore une fois beaucoup plus d'eau et soulager beaucoup plus de nos compatriotes. Et pour toutes ces questions-là, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Je dis et je reconnais que nous devons faire plus. Mais dire que nous n'avons rien fait n'est pas exact non plus. Non, nous ne le disons pas, Monsieur le Président, mais nous suggérons pourquoi est-ce que l'État ne suivrait pas les populations. C'est-à-dire dès que les populations s'installent dans un quartier peuplé comme cette partie. Madame, ce n'est pas tout à fait la chose que nous devrions faire parce que à cause de l'exode rural et du manque de terrain, vous voyez, le manque de terrain, les populations ont été amenées à s'installer sur les zones où elles ne devraient pas. Et ce qui a occasionné beaucoup de problèmes. Par exemple, vous avez un certain nombre de compatriotes qui sont installés sur le lit de rivières. Les rivières ne circulent plus, l'eau s'éparpille, cette même eau qui ne circule plus, eh bien, elle endommage les routes. Elle crée des routes ici, elle crée des inondations là. Donc, il y a un certain nombre de zones comme ça qui deviennent maintenant inondées, marécageuses, et qui deviennent insalubres. Donc, voilà pourquoi il n'est pas bon de dire que l'on doit suivre les populations lorsqu'elles s'installent, on vient. Non. Il est bon aujourd'hui de pouvoir reloger les populations dans les zones qui sont, elles, de bonnes zones, avec des terrains viabilisés, où les uns pourront construire s'ils le veulent, ou d'autres pourront acheter des maisons. Il faut donc refaire ces zones-là, avoir ces zones neuves, qui soient propres, et qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir s'installer. C'est comme ça que nous allons sortir des compatriotes qui sont dans des zones difficiles, des quartiers sous-intégrés, et que nous allons aménager et améliorer l'aménagement donc de toute la ville et les conditions de vie de nos compatriotes. Et aussi pouvoir permettre aussi une meilleure fluidité des eaux qui, elles, s'entassent et créent des problèmes parce que l'eau ne passe pas et ça crée des inondations, ça crée un certain nombre de maladies qui restent et c'est comme cela que nous avons des gros problèmes d'hygiène. Oui, pour ces zones-là peut-être, mais il y en a d'autres qui sont des zones bien, les populations sont installées, mais c'est un problème peut-être d'urbanisation. C'est à ces zones-là que je pense. Il est bon que les sites soient d'abord aménagés et que les populations viennent s'installer. L'autre pratique qui a fait en sorte que les populations viennent avant nous a coûté beaucoup et nous a amené là dans les problèmes dans lesquels nous sommes. Parce que dans le plan d'aménagement, certaines zones sont réservées à des activités. Et lorsque ces activités ne peuvent pas voir le jour, eh bien ça peut aussi poser des problèmes et poser des retards au niveau du développement. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas bon qu'on s'installe n'importe où. Mais c'est un effort que nous devons tous faire. Si nous ne voulons pas que les gens s'installent n'importe où, alors aménageons des espaces et créons des espaces
et faisons en sorte que les terrains soient viabilisés pour que les Gabonais puissent venir s'installer. C'est toute cette réforme-là que nous conduisons et qui a fait en sorte que la politique du logement était un problème au Gabon. Nous nous sommes trouvés devant toutes ces difficultés-là. Et c'est ce que nous sommes donc en train de régler pour que demain, vous allez voir que la politique du logement sera accélérée parce que nous serons en train de régler toutes ces questions-là. Donc on aura nos 35 000 logements au prochain septembre. Oui, parce que nous allons aussi inviter le secteur privé à nous aider, le secteur privé à un certain nombre de conditions, des terrains viabilisés, mais c'est surtout la question de l'obtention des titres fonciers. En fait, je voulais surtout dire que le candidat Ali a été un peu... Enfin, il ne s'est pas avancé cette fois-ci avec les chiffres en ce qui concerne le logement, parce que... Non, je vous ai dit que nous en avons construit 3 000 et qu'il y en a 13 000 qui sont en construction. Bon, voilà. Et ça donc fait la moitié du chiffre que nous aurions dû atteindre. Et ça, je le reconnais aisément. Encore une question sur le volet social et on va passer à d'autres aspects. Vas-y, Jean-Michel. Alors, Monsieur le Président, je voudrais juste aborder un aspect lié au logement social. C'est un problème qui se pose au Gabon. Une société a été créée, mais les Gabonais sont un peu confrontés au coût. Lorsqu'ils font des dossiers, ils découvrent qu'un logement social coûte 25 millions, 30 millions. Monsieur le Président, quel est votre regard sur la chose? Est-ce qu'un logement social devait avoir ce coût? C'est toute la question de la négociation que nous devons avoir avec les différents acteurs. La compréhension de pourquoi ce coût-là. Est-ce que ça vient des matériaux de construction? Est-ce que ça vient d'un certain nombre de taxes? Est-ce que ça vient aussi des taux bancaires? Donc c'est toute cette discussion-là que nous avons pour faire en sorte de voir comment nous pouvons ramener les prix à un niveau qui soit acceptable par tous. Monsieur le Président, vous dites 640 km de route nouvelle, alors 300 km programme d'urgence de réfection des voiries d'aménagement de Libreville. Alors, il s'agit de quelles ruelles? Ce sont les ruelles du bord de mer, boulevard Triomphal, ou bien ce sont les ruelles qui mènent au domicile des populations gabonaises? Parce que dans les quartiers que vous ne connaissez pas... vous faites un peu de mauvais esprit. Je vous conseille de prendre votre voiture et vous allez circuler. Moi-même, j'ai circulé dans un certain nombre de quartiers. Moi, j'ai circulé dans un certain nombre de quartiers. Les voiries qui sont refaites ne sont pas seulement celles du bord de mer. Hein. Monsieur le Président, je vous invite à Ondogo. À Ondogo, je vais vous inviter dans d'autres quartiers où j'ai été aussi. Donc, la réhabilitation touchera tous les quartiers, mais à son rythme. Mais je ne voudrais pas que l'on puisse faire croire aux Gabonais que la réhabilitation touche uniquement le bord de mer. Il y a une étape dans ce sens, mais beaucoup reste à faire. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur le Président. Est-ce qu'il vous arrive parfois de regarder les programmes de Gabon Télévision? Oui. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous, Président de la République, est-ce que vous accepteriez que les programmes ne soient constitués en majorité que du Président de la République? Est-ce que vous voudriez qu'on continue à appeler Gabon Télévision RTPDG parce qu'il y a le trafic d'influence, parce qu'il y a des... Est-ce que comment vous comporteriez, Monsieur le Président? Vous avez constaté une seule fois que j'ai moi appelé ici pour dire quelque chose ou quoi que ce soit, ou demander quoi que ce soit? Peut-être pas vous, bon, mais il n'y a jamais un nom à la présidence de la République. On dit c'est la présidence, mais il n'y a jamais de nom. Ah, mais là, je vous engage à trouver des noms, parce que là aussi, c'est trop facile de dire la présidence. Tout le monde peut se cacher derrière ça. Oui. Mais moi, chez moi, c'est très clair, à la présidence, nous n'intervenons pas. Oui. On dit le président n'est pas content. C'est l'expression consacrée. N'est pas content par le traitement de l'information. Si jamais l'élément du président de la République n'est pas passé, le président n'est pas content. Par exemple, il faut ouvrir le journal par les activités du président. Mais c'est dépassé tout ça. Suivi des activités du PDG. C'est dépassé tout ça. Je vous le rassurer. C'est dépassé. On peut être libre, on peut traiter l'actualité du président de façon libre. Mais c'est ce que vous faites, non? Ceci dit, Monsieur le Président, au plan culturel, vous qui êtes un féru du jazz et du bossa nova, le Bugada qui tarde à rentrer dans ses droits, qu'allez-vous faire dans ce sens pour que le Bugada est opérationnel maintenant. Oui, opérationnel, mais les artistes ne touchent pas encore le droit d'auteur. Ils viennent être opérationnels il y a seulement quelques mois, donc attendez tout se mettre en place. Ils ont attendu pendant des années. Moi-même, je suis aussi compositeur, j'ai attendu pendant des années. Ça se met en place. Alors donc peut-être que ça ne représente pas grand-chose pour vous. Vous chicanez, là, vous chicanez. Ça vient d'être mis en place, donc ne chicanez pas.
L'école de musique, Monsieur le Président, à quel niveau des discussions avec les partenaires? Les travaux ont commencé. Il s'agit donc d'une école supérieure qui doit ouvrir dans un an, dans une année, et qui va nous permettre ici au Gabon de former, on pourrait dire, la crème des musiciens modernes d'Africains. Alors, elle se situerait où? Parce que beaucoup, vous avez fait don d'une partie de votre Oui, école. elle est à Kanda. Ah, d'accord, ok. Elle est à Kanda. Ok, merci. Quel est votre regard Elle est à Kanda, sur notre terrain pour lequel nous avons aussi offert. Quelle est votre appréciation sur le positionnement de la culture gabonaise? J'ai toujours dit que pas de nation forte sans une culture forte. Et donc à ce niveau-là, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Mais bon, encore une fois, c'était une question de priorité et je me suis attaché pour l'instant dans ce septennat-là à essayer d'améliorer d'abord les conditions de vie de nos compatriotes. Le reste... Dans vos derniers discours, vous revenez souvent sur la civilisation, Mais sur c'est le très fait d'être important. Voilà pourquoi je vous dis, pas de nation forte sans une culture forte. Et il est bien vrai que nous avons constaté à ce niveau-là que Et pourtant, dans l'identité- certains comportements qui sont les nôtres, nous sommes très loin de nos valeurs. Et donc il faut les ramener, il faut les mettre au cœur. Il faut dire que ce n'est pas parce que nous avançons vers la modernité qu'il faille oublier d'où nous venons. Alors, beaucoup voilà. vous ont reproché le fait d'avoir organisé une course de moto, une course de bateau. Et qu'est-ce qu'une course de moto un vient faire à la carnaval. Qu'est-ce que ça vient faire avec les valeurs? On dit, en fait, moi je ne fais que vous rapporter ce qui est dit, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Oui, mais pour revenir à des choses plus essentielles, Monsieur le Président, lors du prochain septennat, par exemple, qu'entendez-vous faire pour la préservation de notre identité culturelle et surtout pour encourager la création artistique? Nous avons, d'abord, il va être important pour nous de faire la réflexion et la construction de salles où nos artistes pourront se produire. En même temps, faire un effort sur l'ouverture de musées. Nous avions vu que lorsque la première dame avait organisé une exposition Ma Terre, mon futur, celle-ci a eu beaucoup de succès. Donc nous voulions qu'une exposition comme celle-là soit permanente. Et donc là aussi, donc, travailler pour que les musées soient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus disponibles et qui puissent aussi être bien pourvus avec de la matière et travailler aussi avec l'éducation nationale pour avoir des programmes pour que les enfants puissent visiter les musées. Nous avons donc aussi le volet Sisiba pour lequel nous devons faire un effort particulier et donc dans ce cadre-là aussi, je vais faire un certain nombre de propositions. Monsieur le Président, Libreville, naguère plaque tournante de la diplomatie africaine, se perd un tout petit peu depuis quelques années. On l'a vu avec la perte de la BESC, la perte de la CEMAC. Qu'entendez-vous faire pour que justement La perte de la CEMAC. Nous avons perdu le secrétaire général de la CEMAC, nous avons perdu le gouverneur de la banque. Mais ce sont aujourd'hui c'est rotatif. Donc nous n'avons rien perdu du tout. Nous aurons à nouveau un gouverneur de la BESC, mais peut-être que ni vous ni moi serons là pour le voir. Mais ça c'est prévu, c'est rotatif. Donc c'est par pays. Mais il reste que la diplomatie gabonaise n'est plus ce qu'elle était. Longtemps. Il reste que la diplomatie gabonaise n'est plus ce qu'elle a été. La diplomatie gabonaise a quand même pu faire passer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous appelez que ça c'est rien du tout, alors là, pourtant l'ONU est la plus haute institution diplomatique internationale au monde. Bon, donc faire passer une résolution à l'ONU, vous dites que c'est rien du tout? Ça n'est pas rien du tout. Bon, alors si la diplomatie gabonaise était aussi faible, nous n'aurions pas pu faire passer une résolution. Simplement qu'aujourd'hui, la diplomatie gabonaise est au service du développement. Elle accompagne tous nos efforts de développement. Donc c'est peut-être une diplomatie plus discrète, mais qui est bien présente. Nous entretenons des rapports avec beaucoup de chefs d'État, même correspondants écrits. J'écris beaucoup à des chefs d'État qui m'écrivent aussi. Nous faisons connaître notre pays et nous recherchons surtout aujourd'hui à attirer des investisseurs. Donc, totalement engager la diplomatie de notre pays au service du développement. Vous avez présidé l'Union économique de l'Afrique centrale, Monsieur le Président. Sur les 2 ou 3 sommets que vous avez organisés à Libreville, très peu de vos pairs y ont pris part. Quelle explication donner à cela? C'est que nous avons eu des problèmes de calendrier
nous avons organisé des sommets où ils sont venus, ceci dit. Et nous avons eu des problèmes de calendrier et qui font en sorte qu'aujourd'hui les chefs d'État sont pris par tellement de réunions. Moi-même, il y a certains sommets auxquels je n'ai pas pu prendre part aussi, parce que j'avais aussi des problèmes de calendrier. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le Gabon n'a pas sa place au niveau sous-régional. Ça n'a rien à voir. Je suis candidat. Le Gabon a eu à présider aussi bien la CEMA que nous présidons à l'heure actuelle la CEVAC. Je suis candidat, avez-vous dit, pour garantir la paix. Mais notre paix est-elle menacée? La paix est toujours menacée si on y prend garde. Je rappelle que nos voisins sont empêtrés dans une lutte contre le terrorisme. Je rappelle que des attentats terroristes ont eu lieu dans un certain nombre de capitales africaines, aussi bien Ouagadougou, Bamako, Abidjan. Qu'est-ce qui nous ferait penser que ça ne pourrait pas arriver chez nous? Faut-il que ça arrive chez nous pour y penser? Non. Et si ça arrivait chez nous sans qu'on y ait réfléchi avant, vous seriez le premier à me le reprocher. Gouverner, c'est prévoir, monsieur. Donc, nous prenons nos précautions et nous disons attention. La paix, curieusement, c'est une façon de dire, mais la paix, c'est un combat de tous les jours pour la maintenir, pour la garder. Car aujourd'hui, nous vivons dans un monde dangereux. Sur le continent africain, beaucoup de pays aujourd'hui sont en difficulté et la paix est troublée. Or, la chose la plus essentielle dont nous avons besoin en Afrique, c'est surtout la paix. Nous sommes un continent en construction. Nous avons besoin de paix pour nous développer. Et donc, nous avons tous constaté au niveau de l'Union africaine qu'il va donc être important pour nous de concentrer des efforts supplémentaires pour maintenir la paix et certainement avoir des dépenses sécuritaires auxquelles nous n'avions pas pensé. Car, encore une fois, les adversaires de la paix sont légion. On affrontait AQMI, maintenant nous avons aussi Boko Haram, et nous avons aussi Daesh qui est là, mais nous avons aussi le Shebab, et donc ça ne manque pas. Par rapport justement à ce terrorisme transfrontalier, on dénonce la porosité de nos frontières. Quelles dispositions sont prises justement pour que nos frontières soient beaucoup mieux sécurisées? Ce sont des efforts qui vont petit à petit se régler, mais cela implique d'abord une contrainte, celle de recrutement. Il faut qu'on comprenne bien que notre territoire, en superficie par exemple, est plus grand que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a 60 millions d'habitants. Nous n'avons qu'un 1,8 million. Nous ne pouvons pas être partout. Et même si nous recrutons plus dans les forces, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la mobilité. D'où l'importance aussi d'avoir un bon réseau routier pour pouvoir circuler. Il faut que nous ayons la mobilité et que nous puissions aussi faire utiliser l'utilisation beaucoup plus importante de la technologie. Et c'est tout le sens de la réforme que nous sommes en train d'engager. Monsieur le Président, venons-en à un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, le sport. Et peut-être avant, Théo, si tu permets, oui. Avant d'envoyer avec le sport, on parlait diplomatie, on parle politique. On va revenir un tout petit peu au Gabon quand même, Monsieur le Président, parce que au niveau de l'actualité politique, une coalition s'est formée. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'état d'esprit d'Ali Bongo Ondimba par rapport à cette opposition-là et les autres? J'ai pris ça comme plutôt une bonne nouvelle. Car lorsque on a le besoin, on sent le besoin de se coaliser, c'est donc quelque part qu'on reconnaît une faiblesse. Or, j'ai des adversaires, pourtant à forte personnalité, mais qui ne se sentent pas assez forts pour venir m'affronter. Ça ne vous effraie pas Et donc, il fallait qu'ils puissent se rassembler. Mais le rassemblement tel qu'il s'est passé ne me peut pas m'inquiéter. Car il ne se décrète pas comme cela, un rassemblement. Une coalition ne se décrète pas comme ça.
il n'y a pas eu de réunion pour règlement pour avoir une véritable plateforme. Et nous savons très bien que les partisans de certains de ces candidats ne se reporteront pas sur les autres. Et au contraire, je serais tenté de dire, la stratégie qui a été mise en place va apporter exactement le contraire de ce qui était espéré. Alors vous êtes vous-même à la tête d'une coalition, la vôtre. Mais ma coalition, c'est dès le départ, c'est une coalition. C'est une coalition d'intérêts. C'est dès le départ, donc nous savions déjà quel était nos programmes. Ce n'est pas en cours de route, en pleine nuit, que je viens créer une coalition. Et personne ne pouvait imaginer Maître Ndao vous soutenir, par exemple, le président du PDS. Mais Maître Ndao et moi discutons déjà depuis plusieurs mois. Et dans cette coalition-là, Monsieur le Président, encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous réalisons en pleine campagne. La campagne a commencé et c'est à ce moment-là qu'on commence à se réunir pour faire des coalitions. Des coalitions, et on sait comment ça s'est passé. En fait, de coalitions, c'était une rencontre pour se distribuer des postes. Mais, Monsieur le Président, ce sont eux-mêmes qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Je n'invente rien. Ils ont dit, demandez à M. Maïsangui qui a dit qu'ils se sont partagés le gâteau. C'est pas moi qui l'ai inventé. Les stratégies ne sont pas figées. Quand on se partage le gâteau ou on se partage les postes, ça n'a rien à voir avec la mise en place d'une plateforme pour être proposé aux Gabonais. Mais tout de même, de toute façon, les Gabonais ont perdu la possibilité d'en savoir plus, puisque hier, quelqu'un devait être là pour donner le programme de cette plateforme, de cette coalition, et absolument, vous savez ce qui s'est passé. Est-ce que tout de même, aujourd'hui, depuis cette coalition, le sommeil d'Ali Bongo est tranquille? Moi, je n'ai pas de Vous ne redoutez pas un seul candidat? Quand on sait qu'il y a quand même certaines pointures, des ex-compagnons, certes, certaines pointures quand même. Je ne commets jamais l'erreur de sous-estimer qui que ce soit. Donc, pointure ou pas pointure, c'est justement quand on sous-estime que l'on ne voit pas arriver le danger. Bon, donc pour moi, je traite tout le monde avec respect, dans la mesure du possible, et surtout, je fais attention à présenter mon projet. Et je sais que mon projet, il est pour l'instant celui qui a le plus de chances d'apporter des réponses aux préoccupations des Gabonais. D'autres se sont retrouvés pour partager les postes. Bon, l'élection n'a même pas eu lieu, qu'ils partagent déjà les postes. Ils ne sont pas allés vers les Gabonais, puisque c'était même avant que la campagne, juste à l'ouverture de la campagne, on se réunit pour partager les postes. Ce sont ces méthodes-là que je condamne. Ce sont ces méthodes-là que je condamne. Et c'est pour ça que je dis que ces personnes-là représentent un risque pour le Gabon. Ces personnes-là représentent un retour en arrière et véritablement un risque pour le Gabon. Car on ne peut pas, en pleine campagne, se retrouver uniquement pour partager des postes. On ne peut pas en plus avoir une campagne avec simplement comme slogan uniquement des injures et vouloir diviser les Gabonais et faire appel à la violence. Et encore moins avoir le mépris pour les compatriotes lorsqu'on doit venir expliquer son programme et qu'on ne vient pas. Avec tout cela, je redis que je suis désolé, mais pour moi, ces personnes-là, en l'occurrence celui qui devait être là, M. Ping, et qui n'est pas venu, représentent un danger et un risque pour le Gabon. Monsieur le Président, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Un mot sur l'intégration régionale. Pourquoi la libre circulation des biens et des personnes est plombée en Afrique centrale particulièrement? Je faisais la comparaison que la circulation des biens et des personnes est une très bonne chose. Faut-il qu'on puisse circuler? Donc, en ce qui me concerne, nous devons d'abord faire des efforts pour développer les infrastructures. Que l'on puisse vraiment rouler. Moi, si je veux aller à Kigali, est-ce que la route existe? Non. Donc, si la route n'existe pas, qu'on ne vient pas me parler de libre circulation. Libre circulation où? Sur quoi? Donc, pour l'instant, en ce qui me concerne, je suis d'accord pour cela, mais que nous regardions d'abord réellement le développement de ces infrastructures. Bon, nous avons commencé avec certains de nos voisins, nous avons avec le Congo 2 accès par Lekoni et puis Kabala, la route est déjà arrivée à la frontière, et nous avons un autre accès par Ndende Doussala, et Doussala dans la frontière congolaise qui va être une espèce de route panafricaine. Donc, le développement de ces routes-là sont d'abord importantes.
avant qu'on puisse parler vraiment et véritablement de libre circulation. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous en prie. Bien. Théophile, si vous me permettez, s'il vous plaît. Oui, rapidement, parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin rapidement. Oui, la compagnie aérienne RCMAC, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Mais vous avez suivi les communiqués. Donc, ce projet a été stoppé. Merci. Je ne voudrais ne pas vous poser cette question, Monsieur le Président, en raison du temps qui nous est imparti, mais les Jeux Olympiques s'achèvent à Rio, au Brésil. Fiasco total pour les sportifs gabonais. Une appréciation là-dessus? Je suis comme vous tous, déçu. Et maintenant, s'agit simplement-il d'être déçu et de ne rien faire, ou il s'agit de pouvoir faire quelque chose? Bon, on repart à zéro, et il faut que les uns et les autres aient, l'honnêteté de faire le bilan. De faire vraiment le bilan. Et pour dire, bon, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que nous allons encore avoir ce problème, cette question, à savoir que, bon, vous là, on regarde un petit peu ce qui se passe dans les fédérations. Certaines fédérations vont avoir leur fait, je dis, vous ne mêlez pas de nos histoires, nous, on ne dépend que du CIO. Bon, il y a un moment, il faut arrêter. Est-ce que c'est finalement pas la politique qui tue le sport au Gabon? Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut dire que, bon, on se réunit ensemble, et puis on regarde un peu quelle est réellement notre politique de sport. Pour ma part, la politique de sport doit être aussi importante au niveau de l'éducation nationale, plus de sport à l'école, avec la création d'établissements spécialisés de sport-études, qui doivent aussi nous amener vers une véritable académie des sports, et à ce moment-là, nous pourrons sortir des athlètes, mais nous pourrons aussi sortir des spécialistes de gestion du sport. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, par exemple, de construction de stades, il faut après pouvoir les gérer. Il ne s'agit pas aujourd'hui de pouvoir créer des équipes, passer au professionnalisme et ne pas avoir les spécialistes pour gérer. C'est comme donc les fédérations, il nous faut aussi des personnes qui sachent gérer. Il ne s'agit pas de se faire élire. Le résultat, il est là, nous avons un problème. Et il est bon de constater que nous avons un problème. Et devant ce problème, il va falloir trouver des solutions. Mais se mettre tous autour de la table et puis avoir la modestie de dire, bon, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour marcher? Donc nous avons 4 ans avant les prochains Jeux de Tokyo, où nous espérons pouvoir mieux faire. Mais je suis, comme vous tous, déçu, et j'espère que nous aurons de meilleurs résultats avec la Coupe d'Afrique des Nations. Bon temps. Ali Bongo Ndimba, avant de vous laisser signer le livre d'or de cette émission qui immortaliserait votre passage ici ce soir, voici le Gabon. Pour quelles raisons les Gabonais vous éliraient-ils samedi prochain? Mes chers compatriotes, j'ai l'espoir que, au cours de cette émission, un certain nombre de vos préoccupations ont pu avoir trouvé des réponses. Pour ma part, je souhaite dire à mes compatriotes que j'ai entamé des réformes importantes pour le pays. Et ces réformes ont donné des résultats globalement positifs, mais qui laissent encore nos compatriotes, certains de nos compatriotes, dans une situation difficile, une situation de précarité. C'est pour ces compatriotes-là que je souhaite pouvoir faire plus. Nous avons entamé des changements, mais de vrais et grands changements sont à venir. Et je suis porteur de ces changements-là, par le programme de l'égalité des chances, qui va permettre, par rapport à travers l'éducation et la formation professionnelle, de pouvoir donner plus de possibilités aux garçons et aux filles de ce pays. La diversification de notre pays pourra être aussi un élément très important dans ce programme de développement de notre pays et de création de plus d'emplois. Alors, tous ces programmes-là, je les ai déjà testés. J'ai vu comment ils fonctionnent et je suis aujourd'hui toujours autant désireux d'apporter à mon pays. Mon ambition n'a pas baissé et je suis là pour vous et je souhaite pouvoir faire plus pour mon pays si vous m'en donnez la chance. En espérant que les Gabonais vous ont compris et vous accorderont leur confiance, je vous invite à signer ce livre d'or.
Mesdames, Messieurs, voici ce qu'a écrit Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique gabonais à cette élection présidentielle. Pendant les 2 semaines de campagne qui s'achèvent, mais aussi bien avant, je suis allé à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais. J'ai entendu leurs préoccupations et si les Gabonais me font à nouveau confiance, j'entends les apporter des solutions durables. Renforcer la CNAMGS, développer les infrastructures, éduquer et former la jeunesse pour l'emploi. Mettre en mouvement le programme pour l'égalité des chances. Le 27 août 2016, faites le choix du candidat Ali pour la paix, la stabilité, l'égalité des chances. Changeons ensemble. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Ali Bongo Ondimba. Madame, Messieurs, ainsi donc s'achève cette émission. Prochain rendez-vous dans bon et 30 minutes. Nous recevrons cette fois Monsieur Moussa Bouking.